Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Tout de suite, émission. Nouvelle semaine, une nouvelle émission d'analyse et débat sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette émission d'analyse et débat InfoScanner. Pour cette semaine, nous allons parler de deux sujets majeurs. D'abord, l'expiration, bien sûr, ou la fin du moratoire accordé par les États-Unis aux troupes rwandaises pour quitter le sol congolais. En deuxième position, nous allons parler du recouvrement forcé lancé par la DRH4 dans la province du Katanga. Quels sont les défis à relever dans ce secteur? Pourquoi attendre seulement qu'il y ait recouvrement pour s'acquitter de ses devoirs civiques? Voilà les deux sujets et également deux invités que nous avons ce soir sur ce plateau. Monsieur Willy Makeni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous allez bien aussi? Oui, ça va. J'espère que c'est pas la première fois que nous vous recevons dans InfoScanner. Sentez-vous à l'aise? Merci. Je suis très à l'aise parce que ça fait un bout de temps que je ne passe pas sur InfoScanner. Je suis content d'être là aujourd'hui. Un plaisir également d'accueillir Gloire Kawaya. Bonsoir Gloire et bienvenue. Merci Monsieur Ben. C'est un honneur d'être là et surtout de partager ces beaux plateaux de Nyota Télévision. Voilà les deux invités du jour. Que se passe-t-il pratiquement dans la partie est de la RDC? Le moratoire a expiré, mais les troupes rwandaises sont encore au pays. Je vous propose de suivre d'abord cette déclaration ou cet entretien que nous avons eu avec Frédéric Amani, qui est expert en questions internationales. Malheureusement, nous en sommes là. L'échéance de l'ultimatum expire aujourd'hui le 15 juillet. Mais sur terrain, on constate que les troupes rwandaises sont encore là. Il faut aussi noter que cette situation vient révéler les limites et l'inefficacité et même l'inapplicabilité de l'accord de Washington sur terrain, malheureusement. Alors aujourd'hui, face à cette situation, il va de l'intérêt des États-Unis, en tant que parrain de l'accord de Washington, de continuer ou d'accentuer la pression sur les protagonistes afin qu'ils respectent ce à quoi ils se sont engagés. Ça, c'est de un. Mais de deux, c'est que cette situation risque de nous amener à assister à un jeu de ping-pong où les deux parties, les deux protagonistes, le Rwanda et la RDC, risquent de continuer à s'accuser mutuellement et à se jeter des responsabilités les uns vis-à-vis des autres. Et que cela risque d'entrer en ligne de compte d'une stratégie de l'usure où on fait perdre le temps et on cherche à détourner l'attention sur les questions majeures. Entre-temps, sur terrain, la situation est volatile et c'est la population qui en continuera à payer le prix. Il va de l'intérêt aujourd'hui des États-Unis et de la communauté internationale de revoir les stratégies à mettre en place pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre qui a trop duré et que pour éviter aussi un embrasement de la région des Grands Lacs. C'était là M. Frédéric Amani, chercheur et expert en questions internationales, Gloire Kawaya. Aujourd'hui, après plusieurs mois, bien sûr que ces accords de Washington ont été signés. Aujourd'hui, pas d'évolution sur terrain. Pratiquement, la situation demeure préoccupante. Merci M. Ben. Je pense que cette situation doit naturellement nous interpeller en tant que Congolais parce que nous avions acclamé lorsqu'il y a eu cette signature, bien que ce n'a pas été pour tout le monde le cas, justement, je suis conscient. Mais nous avions été positivistes en disant voilà que aujourd'hui c'est la cessation des hostilités à l'est de notre pays, c'est la grande joie, c'est la grande fête à l'est de notre pays. Mais malheureusement, c'était qu'une illusion. Et vous sentez aujourd'hui qu'on ne sait plus analyser dans le fond si réellement cette signature de partenariat, cette signature de cesser
de cesser justement ces hostilités était justement sérieux. Et je pense aussi parce que nous avions, ce qui nous a beaucoup plus... qui nous a donné la prépondérance ou même l'orgueil, c'est de voir les États-Unis. Vous voyez, aujourd'hui, les États-Unis, c'est une référence technologique, c'est une référence en termes d'armes et tout ça, en termes même de puissance. Malheureusement, vous allez sentir que les États-Unis n'ont pas pu accomplir sa décision, son observation n'a pas justement donné de l'impact. Et par voie des conséquences, nous sentons qu'aujourd'hui, rien, en tout cas, n'est valorisé. Vous voyez au fond. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui ça revient toujours parce que je l'ai dit je crois dernièrement sur ces mêmes plateaux de Nyota Télévision que la grande résolution, la grande solution reposait sur nous-mêmes ou encore sur nos forces armées. Je ne cesse pas de le dire, la Constitution dispose en son article 187 que c'est les forces armées de la République démocratique du Congo qui doivent justement nous donner la paix. Vous voyez. Et donc, je pense que par cet article ou par cette disposition constitutionnelle, il est patent que nous puissions comprendre que si nous désirons la paix, nous devons la chercher d'abord à l'intérieur, en nous forgeant de l'intérieur, vous voyez. Donc, si nous devons toujours continuer plutôt dans cette illusion d'espérer chez autrui, je suis désolé de le dire, ce serait qu'une illusion. Et vous êtes sûr que les FARDC aujourd'hui peuvent militairement défendre le pays? Frontalement, je ne pense pas qu'ils ont tout le moyen. Je dois être aussi très factuel. Ils n'ont pas tout le moyen. Cependant, j'ai suivi le ministre de la Défense qui a parlé aussi sur la loi de programmation militaire. Vous voyez, c'est vrai que ce sont des lois, mais je pense qu'il faudrait aussi que nous puissions mettre le main à la pâte. Vous voyez, c'est que nous devons être sérieux. Nous devions sérieuser en tout cas le chose. C'est qu'aujourd'hui, certes, il y a une certaine défaillance au niveau de notre armée, mais cela ne veut pas dire que ça peut rester éternellement défaillante. Non, on peut. Si vous voyez les classements, nous sommes 8e. Vous voyez, mais je me dis, est-ce que c'est juste au niveau de papier que nous sommes 8e ou dans le fait? Vous voyez. Donc, moi, je pense ici que nous avions signé ces contrats, nous avions signé ces accords-là. Mais naturellement, il n'y a eu rien. Vous voyez, aujourd'hui, ce sont des bombes. Pas plus tard que hier, plutôt d'une semaine, nous avions suivi qu'il y a eu 10 morts, vous voyez, avec les FDLR et tout ça. Est-ce que l'Est est un territoire ou est une partie du pays qui est vendu ou quoi? Ce sont des grandes questions qui se posent. Et donc nous espérons, le président de la République, lors de sa tenue de conférence, a dit que seul Dieu sait quand est-ce que la guerre va finir. Je n'entre pas dans ces débats politiciens, mais je crois qu'ici, il est question d'être plus patriotes que politiciens, pour comprendre qu'il y a nos frères et sœurs qui sont à l'Est et qui meurent presque chaque jour. Et donc moi je pense que cet accord n'était pas qu'une paperasse, non, c'était un engagement pour tous les 3 États. Vous voyez, justement nous sommes conscients du poids des États-Unis, mais nous aimerions que ces poids ne soient pas juste fictifs, que ce soit un poids réel et palpable. Monsieur Willy Makeni, aujourd'hui, malgré la signature des accords, mais le cessez-le-feu n'est pas respecté, les affrontements continuent sur terrain. Qu'est-ce qui explique le non-respect ou le non-respect, bien sûr, des engagements pris par les uns et les autres? Oui, vous voyez, Ben, comme mon co-débatteur venait de le dire tout de suite, nous avions débattu l'autre fois sur ce plateau ici, la situation ou ces accords-là des États-Unis. Moi, j'étais dubitatif. Vous voyez, la situation sécuritaire à l'est du pays préoccupe presque le continent africain. Alors, la décision de l'administration du président Trump demeure un peu insuffisante, parce que nous avons nos situations en interne. Et compter sur la décision étrangère, c'est donner ou minimiser les efforts internes. Alors, nous devons nous remettre en cause, nous devons nous unir autour d'une table et voir qu'est-ce que nous pouvons faire, parce que si nous jetons un regard en droit international, la souveraineté d'un État est régi par la Charte des Nations Unies. Un pays ne peut pas aller directement donner la logistique ou bien donner les militaires, les moyens militaires dans un autre État. Cela violerait cette charte-là. Alors, les déclarations du président Trump, nous avons jubilé ici, non, maintenant, fini la guerre, mais nous étions un peu naïfs à ce sens-là et nous n'avons pas eu le temps de nous organiser en interne pour que
nous puissions changer le fusil d'épaule afin de regarder conséquemment la situation sécuritaire à l'est du pays. Et voilà aujourd'hui la fin de ce moratoire-là. Et ça montre en suffisance que la situation de l'Est, ce n'est pas les étrangers qui peuvent donner solution. Il est question que nous nous mettions autour d'une table pour que nous puissions réfléchir avec notre armée. Mais comme le co-débatteur l'a dit, il reste maintenant à savoir, est-ce que notre armée elle est professionnelle? Est-ce que notre armée elle est équipée? Est-ce que notre armée elle est organisée? Bon, ça, ce sont des questions qui nous passent par l'esprit et ce sont des questions sécuritaires qu'on ne peut pas mettre à ciel ouvert parce que il va de la souveraineté de notre pays, mais nous devons nous organiser en interne, compter sur l'étranger, et ça serait en attendant ça serait une pièce de théâtre de Samuel Beckett intitulée En attendant Godot. Et cette guerre-là ne se terminerait jamais. Et donc, c'est quoi la solution? Quand vous dites qu'il faut qu'on trouve la solution en interne, c'est faire quoi concrètement? La solution, c'est identifier les problèmes. Pourquoi cette guerre-là, elle est récurrente? Ça, c'est un aspect qu'il ne faudra pas négliger. Aussi, pourquoi il y a des soulèvements de part et d'autre? Parce que cette guerre-là, elle est entretenue par... vous allez voir la RDC acquise le Rwanda. Les Rwandais rejette en cause cette accusation, Kigali ne reconnaît absolument rien, et cette politique étrangère. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi je prendrai ces moratoires-là, pas avec beaucoup de considération. Pourquoi? Parce que nous avons nos problèmes et nous-mêmes nous allons terminer nos problèmes. Comme Lumumba a dit, l'histoire de la RDC ou de l'histoire du Congo ne pourrait s'écrire qu'avec les Congolais. Nous avons nos problèmes en interne, nous nous mettons autour d'une table. Et moi, je pense qu'à mon humble avis, il faut aller au dialogue pour identifier les problèmes qui rongent notre pays et pour mettre fin directement à l'est du pays. Aussi, voir les pays de la sous-région. Nous allons les consulter et voir qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on passe toujours par ces pays-là pour nous faire la guerre. Si nous sommes faibles en interne et si nous ne sommes pas en bonne corrélation avec les pays des sous-régions, vous allez voir que cette situation sécuritaire-là va perdurer pendant très longtemps et nous allons commencer à tourner autour de cette guerre-là interminable. Voilà un peu ce qu'il faudra retenir, à mon avis. Il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, organiser le dialogue ne serait pas possible parce qu'il y a ceux qui ont pris les armes contre leurs frères. C'est-à-dire, c'est des Congolais qui ont pris des armes contre leurs compatriotes. Faut-il les intégrer aujourd'hui dans ce probable, ou je ne sais pas si je veux parler de probable ou possible dialogue qui pourrait être organisé? Je peux passer par une anecdote. Regardez, vous avez votre parcelle que votre papa a laissée. Vous êtes 8 ou 10 personnes. Il y a l'un d'entre vous a pris les documents, il est allé vendre. Qu'est-ce que le neuf, vous devez faire? Vous laissez le monsieur partir avec les documents. Vous devez chercher par tous les moyens comment récupérer les documents. Ça, c'est un exemple. Alors, la situation de la RDC, l'histoire nous renseigne que la RDC, c'est un pays de concessions. La RDC, dès sa genèse, c'est un pays où il faut toujours dialoguer, parce que l'histoire nous renseigne. Avec le mandat de l'ancien président, il y a eu des atrocités à l'est du pays. Et qu'est-ce qui a stabilisé à un certain moment? C'était les dialogues. Aujourd'hui, si certains Congolais ont pris les armes, nous devons les appeler, ce sont des Congolais. On ne peut pas nier ici que ceux qui ont pris les armes ne sont pas Congolais, parce que l'ennemi va les utiliser. Alors, il est question de les approcher, et on se met autour d'une table, mais refuser de ne pas dialoguer avec eux, ce n'est pas avoir la compassion avec nos amis de l'Est. Mais si nous avons de la compassion avec nos amis de l'Est, il faut appeler tout le monde pour que nous puissions identifier le problème et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous devons faire. Aujourd'hui, le régime qui est en place est issu d'un résultat de dialogue, parce que la CENCO, l'Église catholique, avait réuni les régimes passés et ils se sont mis autour d'une table, et même la Constitution elle-même, on vous dit, elle est issue de dialogue. On a mis tout le monde, les rebelles, et même ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, ils étaient hier des rebelles.
mais on les avait approchés, et même si aujourd'hui ils chantent, ils sont devenus plus Tshisekedi lui-même, mais c'est de la flatterie. Nous devons nous mettre autour d'une table, nous devons dialoguer et nous mettre d'accord pour voir qu'est-ce qui nous divise et qu'est-ce que nous devons faire pour pérenniser la paix dans notre pays. Voilà un peu ce que nous devons faire. Gloire Karia, cette idée du dialogue semble ne pas réunir tous les Congolais, parce qu'il y a ceux qui pensent que qui va organiser ce dialogue. Est-ce la Senko et les CC, qui sont rejetés par les églises du réveil? Monsieur Belmont, je pense que cette question, c'est pratiquement une tache d'huile encore. Hein. Permettez que je le dise, parce que j'ai suivi d'ailleurs Monsieur Willy, je crois que c'est... Donc voilà. Je me pose la question, mais ici nous devons dialoguer. Est-ce que ce serait plus une redondance? Parce que nous avons des plusieurs générations, fois, oui. des générations futures qui nous regardent et qui prendra justement cette génération prendra l'exemple sur nous ou encore sur tout ce que nous faisons aujourd'hui. Je donne le fait. Parce que même, je reviens un tout petit peu sur le propos de M. Willy, c'est que si nous devons, est-ce que être Congolais veut dire c'est la même chose qu'être patriote? Moi, je ne crois pas. Parce que naturellement, vous pouvez être Congolais, mais vous n'êtes pas patriote. Vous n'aimez pas vous n'aimez pas votre pays. Votre pays. Vous voyez, naturellement. Donc moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions faire une nuance entre les deux. De deux aussi, vous avez donné un exemple patent. Il y a quelqu'un qui a volé, qui a pris ses papiers, ses dossiers parcellaires, il est parti avec. Mais la question est, qui a pris, prenons le cas de notre pays, qui a pris le dossier parcellaire? Vous voyez, parce que la Constitution reconnaît que le président de la République, au-delà de certaines analyses aussi politiciennes, que là, de manière légale, c'est le président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est là et qui règne. Vous voyez au fond. Et donc, heureusement ou malheureusement, ça dépend du camp politique, il y a ceux qui se sont rébellés contre le pouvoir en place. Même si parfois, eux-mêmes, dans n'importe quel message, ils ne le reconnaissent pas. Ils encore ne reconnaissent pas le pouvoir du président de la République. Vous voyez. Nous devons dialoguer avec eux pour dire quoi, et ça sera quoi la finalité. Ici, l'histoire nous renseigne qu'après savoir dialoguer, il y a toujours le partage. Et c'est carrément ça veut dire aussi au fond, des intérêts. Pour ne pas peut-être être futurologue, ça veut dire que dans 20 ans, il y aura aussi des jeunes qui vont se rebeller contre leur propre pays pour attendre les postes. La grande question, ou la grande solution, je le dis dans ma dévancière avec beaucoup d'humilité, ce serait les renforcements de notre armée. Certes, aujourd'hui, nous n'avons pas une armée qui est à la hauteur, avec beaucoup d'humilité, de répondre à toutes les attentes. Mais nous devons former notre armée. Ce n'est pas une raison par laquelle qui doit nous démotiver à ne pas respecter nos devoirs comme gouvernants. Nous devons réformer notre armée. Nous devons développer notre renseignement, notre service de renseignement. Nous devons équiper notre armée. Nous devons également payer valablement notre armée. C'est ça le rôle. Ce que je dis, ce n'est pas une illusion. Vous prenez la Constitution, son article 187, la Constitution dispose la mission régalienne de l'armée qui est de nous sécuriser et de nous fournir la paix sur toute l'intégrité du territoire. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une demande. C'est une obligation. Et donc, de ces faits, c'est l'armée qui doit nous donner là. Il y a quand même des efforts qu'on consentit dans ce sens-là. Exactement. Ça, je le bravote, je le dis aussi sur la loi de programmation militaire, non seulement sur la police nationale congolaise, mais également sur les forces armées de la République. Je donne un deuxième cas. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'Est, on appelle les rebelles, ok, ou encore l'opposition armée. Voilà. Quand j'ai suivi le ministre de Finances, il nous dira que l'armée, ou encore le ministre de budget, voilà, il nous dira que depuis l'occupation de l'Est, la RDC perdrait 20 millions, 18 à 20 millions chaque mois. Vous voyez? Parce que cette guerre aujourd'hui, elle est d'une part due à l'exploitation exactement, minière. Ce sont des raisons. On voit qu'il y a... Si nous devons, moi je pense, je disais, nous perdons chaque fin du mois 18 à 20 millions de dollars chaque fin du mois. Pensez-vous que ces gens ont besoin uniquement de la paix? Non, moi je ne pense plus. Ça devient une autre question. Au-delà de nous vanter par habillage, peut-être au-delà de nous vanter de la gouvernance, qui peut être aussi analysée de manière patriotique, de la gouvernance du président de la République, du détournement et tout ce qui va avec, mais aussi ces gens s'enrichissent illicitement. Vous voyez, là ce sont des grandes questions. Si nous devons prendre le dialogue et juste par miracle, nous finissons le dialogue et la paix
est rétabli. Mais il y a anguille sous roche là-dedans. Est-ce que c'est pratiquement par le dialogue que la paix va finir, va se rétablir? Parce que militairement, on n'a pas su imposer la paix. C'est ça, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans passés. Moi, je respecte cet avis. Je l'ai dit ici. Le fait est là. Le fait est patent. Ouais. L'armée n'a pas su donner la paix. Ça, c'est un fait. Je n'en disconviens pas, c'est un fait. En dépit des efforts fournis. En dépit des efforts fournis. Vous voyez, au fond, le président de la République, par le truchement de son gouvernement, est en train toujours de proposer des lois, des programmations en question de renforcer l'armée. Nous bravotons ces actions. Et nous demandons encore plus de renforcer les équipements militaires, de renforcer les civismes militaires, de renforcer les renseignements militaires, de renforcer les infrastructures militaires, tout ça. Nous demandons et nous bravotons ces actions-là. Mais moi, je dis, si c'est à travers le dialogue qu'il y aura cessation des hostilités. Mais je vous dis que c'est dans ces dialogues, ça veut dire aussi au fond que tous ceux qui vont participer connaissent le pourquoi de ces conflits qui existent, qui perdurent. Ça fait près de 30 ans. Je suppose que les partisans, en fait, ceux qui devraient faire partir de ce dialogue sont... Il y a notamment des acteurs. Vous n'êtes pas co-débatteur, excusez-moi, mais je vais vous poser une question. Je sais que vous n'allez pas me répondre. Supposons, prenons le cas, ça je crois que je vais poser à M. Willy, prenons le cas, on organise des dialogues, est-ce que nous allons également inviter les multinationaux dans ces dialogues? Nous allons également inviter le Rwanda dans ces dialogues-là? Parce que, illicitement, nous disons, ou même pas illicitement, nous l'avions déjà dit aux yeux de tout le monde, que le Rwanda fournissait les équipements. Le Rwanda était partie prenante de ce qui se passe à l'Est. Et l'implication du Rwanda n'est pas à nier. Parce que Kigali est en train de rejeter ces accusations. Oui, ça c'est normal, chacun chante pour sa chapelle. Mais je dis, dans ces dialogues-là, parce que vous avez tant vanté, je ne refuse pas les dialogues, mais je donne le fait. Dans ces dialogues-là, nous allons inviter également le Rwanda. Le Rwanda qui est représenté par le président de la République, le président Kagame, il viendra. Vous voyez? Donc moi je pense que nous ne devons pas chercher des faux fuyants. Ici, partir d'un dialogue national, d'abord en interne. Nous avons nos problèmes. Pendant que vous aviez parlé, ici j'ai aimé, monsieur Willy nous a parlé du droit international et vous aviez même parlé de la souveraineté. Vous trouvez normal, on finit les dialogues nationaux et puis après nous prenons le vol pour Kigali. Aller parler avec Kagame sur notre propre... C'est ça mais les accords là ça se fait parce que si les accords de notre souveraineté du pays, les accords là ont été signés où? Mais je crois c'est aux États-Unis. Vous trouvez ça normal? Oui, non, mais ça c'est normal. Nous avons nos problèmes à l'interne, mais en termes de négociation. Nous sommes sur la table de négociation et tout le monde... Avec qui et où? Non, mais c'est ça que je suis en train de expliquer. C'est ça le problème. En tant que partenaire, lorsqu'il y a contrat, ou plutôt lorsqu'il y a contrat, chacun perd quelque chose. Et nous avions perdu ces droits de permettre à ce que nous puissions dialoguer sur notre sol. Ça, c'est normal. C'est comme ça qu'il y a eu un médiateur qui est les États-Unis d'Amérique. C'est pas possible. Mais vous aviez parlé ici de l'histoire. Oui. Ça s'est fait avec le président, le feu président Laurent Desiré Kabila et le président Mobutu. Maréchal Mobutu. Avec sous l'égide justement du feu président. C'est une colonisation en second degré que nos dirigeants ne savent pas se délier de ça. Souffrez. Colonisation. Nous sommes des Africains, s'il y a nos affaires. Nous sommes en train de perdre nous devons consulter les pays des sous-régions pour que nous puissions nous mettre. Parce que ces gens-là passent par ces pays-là. Mais ok, les États-Unis qui pilotent. Après 20 ans, nous allons toujours rebondir en train de discuter, en train de tourner autour du dialogue. Tourner autour du dialogue, en train de courbaturer notre souveraineté. Bon, quel est le mécanisme à part les dialogues? Voilà, le mécanisme, moi j'ai proposé. Oui. Premièrement, c'est le renforcement de notre armée. Mais, monsieur Willy, ce que je dis, ce n'est pas de la parole, ce n'est pas de l'évangile. Ça se trouve dans la Constitution, en son article 187. Les forces armées ont comme mission de nous donner la paix sur toute l'intégrité du territoire. Tout le monde, je ne vais pas entrer dans ces débats de changement de la Constitution ou pas. Mais c'est une disposition constitutionnelle. En article 187, que le FARDC ils doivent nous donner la paix. C'est ça la mission. Quand nous voyons un élément de forces armées, sa mission, c'est de nous donner la paix, de protéger la population. Mais il faut lui doter de moyens. Ça devient une question de gouvernance. Je le dis ici. Parce que si nous devons rester dans le dialogue, mais
la génération future. Et si cette question faisait partie, Mais par nous exemple, voyons des ici éléments sur à les traiter au réseaux dialogue. sociaux certains militaires en train de décrier si nous n'avons pas à Ça, manger. c'est une question, Si c'est une question de gouvernance. Ça, je le Mais dis. oui, c'est ça le problème. Mais ça, alors, je le dis. comme il y a un problème de gouvernance, parce que le problème ici, c'est la légitimité des institutions, le problème de la gouvernance, alors mettons-nous d'abord autour d'une Non, table mais la légitimité des pour institutions n'a voir rien à qu'est-ce qui ne voir. va pas dans notre La pays et qu'est-ce que légitimité nous des devons faire pour institutions n'a sortir rien à voir avec le Rwanda. dans cette impasse. Vous voyez au fond, C'est pour ça du que- méli-mélo. La question de légitimité des institutions n'a rien à voir avec le Rwanda. Vous voyez, c'est une question interne. Mais qui les nous concerne. Rwandais utilisent un Congolais. C'est ça le problème. Voilà, mais et si donc- nous sommes forts en interne, l'ennemi n'aura pas l'accès en interne. Mais si nous sommes faibles en interne, l'ennemi aura... Étant la divisé place déjà pour en nous diviser. interne, ça pourrait profiter à Parce que l'ennemi. le Nanga, excusez-moi de le citer, s'il est aujourd'hui... Non, c'est ça son nom. Oui, effectivement. Mais est-ce que quand il y a eu les élections en 2018, je crois, en 2019, est-ce que tout de suite là, parce qu'on a légué les pays avec 145 territoires, un an passé ou 2 ans, allez, la rébellion a commencé. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette rébellion-là? Pourtant, on avait déjà stabilisé La situation à l'est du pays. Il y a même les présidents qui ont approché les présidents Kagame pour nous présenter à ciel ouvert Oyazan de Konabiso. Et on a même chanté au stade de martyrs, Yonani Oboya Kagame. Aujourd'hui, Monsieur Willy, il pensez-vous que devient je vous donne le fait. ennemi. Je C'est vous pour donne le dire fait. que Si- nous devons nous organiser d'abord en interne. C'est comme un couple qui est en discorde, mais ce couple pense que c'est les parents qui viendront résoudre les problèmes. Non, mais vous avez des solutions en interne que vous pouvez résoudre. Mais aujourd'hui, regardez, on n'a pas remis ça en cause. Autant de voyages que le président a produits, on a cru à une diplomatie active, mais qui n'a pas produit jusqu'à présent. Nos amis sont toujours là dans des atrocités énormes, nos mamans violées, et on a coupé même la transaction bancaire. Donc c'est intenable à l'est du pays. Mais remettons-nous autour d'une table pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire si la solution militaire n'a pas réussi. Mais On monsieur doit Willy, moi, dialoguer. la grande question, la grande préoccupation que j'ai, c'est que Oui. après le dialogue, on se met autour d'une table, puis on discute, et puis on fait quoi après? Nous allons Bon, partager. C'est Mais ça ma ces grande gens-là question. partagent Est-ce tous que- les pouvoirs. Est-ce que le dialogue demandé par la CENCO et les CC, c'est pour le partage du pouvoir? Je ne pense pas. Monsieur Ben, mais moi, écoutez, là, nous parlons d'abord de la guerre. Ce dialogue dont vous faites allusion, c'est un dialogue qui, je peux prendre le risque de le dire, c'est un dialogue purement politique, où on parle beaucoup plus de la stabilité politique. Mais celui dont nous sommes en train de faire allusion est celui de la sécurité. Vous voyez, ou encore de l'insécurité à l'est de notre pays. Donc, à ce niveau-là, je ne vois même pas, excusez-moi du peu, je ne vois pas l'importance de la CENCO là-bas, vous voyez, au fond, parce qu'ils Non, ne mais sont pas c'est- concernés. Vous voyez, ils peuvent peut-être co-gérer le dialogue, ou avec qui? l'organisation du dialogue. Ben, la CENCO, les églises des réveils et tout ça. Vous voyez, parce qu'on suppose, comme l'a dit M. Willy, il y aura le concerné direct qui sont à l'Est et le pouvoir en place. Il faudrait qu'il y ait une gestion de ces différentes parties prenantes. Vous voyez. Mais si je dois parler de ces dialogues dont vous avez fait allusion avec la CENCO, ça c'est un dialogue purement politique. Nous l'avions vu ici et nous le voyons et nous allons le voir ici d'ici les 22, ce qui va se passer. Nous aurons peut-être l'opportunité de revenir ici. Ça sera un dialogue sur la stabilité politique, sur les élections, sur les changements ou non de la Constitution. Mais là, nous sommes en train de parler de l'insécurité qui sévit. La crise dans la partie Exactement. est Nous du sommes pays. un pays souverain et nous devons protéger l'intégrité de notre territoire. Ce n'est pas aux États-Unis de décider sur notre sort. Moi, les moratoires là que l'administration Trump a fixé, bon, moi je me suis dit, bon, nous devons être sérieux. Nous sommes un pays souverain et à nous-mêmes de prendre des mesures. La RDC doit recourir à des juridictions compétentes pour trouver la cause que d'attendre la décision des États-Unis. Dans les cas échéants, vous faites allusion à la juridiction compétente, c'est laquelle? Parce que même quand vous parlez de la souveraineté, la science nous renseigne que la souveraineté a des éléments. Je ne vais pas entrer dans le fond. Par exemple, l'élément de la défense. Oui. Vous voyez, on ne peut pas prétendre être souverain, mais avoir une défense faible. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas prétendre avoir une puissance, mais au niveau de sa puissance militaire, c'est faible. Non, ça n'existe pas.
Donc il faudrait renforcer, peut-être la vérité est dure, elle est crue, mais il faut l'accepter. Il faudrait renforcer notre armée, parce que si vous refusez aujourd'hui, naturellement, moi je l'ai dit dans ma dévancière que les États-Unis aujourd'hui viennent de perdre un point de confiance. Vous voyez. Mais c'est les États-Unis qui aujourd'hui se mettent en exemple. Pendant que, permettez que je rappelle cela, même si ce n'est pas ça la question du jour, nous avions vu le président Trump défier, bafouer le droit international en allant chercher un autre président de notre pays. Permettez-moi que je prenne le risque. Si les nôtres le faisaient, c'est bien ou mauvais? Je ne demande pas que vous me répondiez. Mais vous sentez au fond que c'est la puissance de notre État. Chaque pays sera respecté en fonction de sa puissance. Chaque pays sera respecté ou sera craint en fonction de sa puissance qu'il dégage. Mais aujourd'hui, il y a quand même, je crois que c'est M. Hulé qui parlait de la diplomatie. Aujourd'hui, l'on voit qu'il y a des sanctions quand même. Le Rwanda a sanctionné à plusieurs reprises par les mêmes pays qu'on considère comme étant la communauté internationale. La communauté internationale, aujourd'hui, sanctionne à plusieurs reprises le Rwanda par rapport aux actes posés en RDC. C'est quand même une preuve que la cause, elle a été plaidée au niveau international, bien que les résultats ne sont pas encore concrets. Je vous dis, M. Ben, ces sanctions-là en droit international n'ont aucune mesure coercitive. Ce sont des déclarations simples, bon, sur le plan diplomatique, mais sur le terrain, il n'y a pas d'impact par rapport à ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des sanctions par rapport à ça. Oui, en droit international, comme je viens de le dire, ce sont des déclarations. Tel pays déclare, bon, nous sanctionnons, un autre pays refuse, ainsi de suite. Et c'est pourquoi moi, j'ai fait appel à notre conscience de ne pas compter sur ces simples déclarations qui ne produisent pas d'effets probants. Nous devons réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire. Mon co-débatteur a parlé des problèmes de civisme, de patriotisme, pardon. Ça, c'est un élément important et un élément majeur. Nous devons réfléchir. Et comment inoculer cette dose du patriotisme dans le chef des Congolais? Ça doit commencer dans le système éducatif. Déjà de l'école primaire, dès l'école maternelle. Pourquoi nous chantons l'hymne national? Et pourquoi on doit hisser les drapeaux? On doit expliquer ces éléments-là pour que l'enfant, dès le bas âge, commence à intérioriser cette notion du patriotisme. Si vous allez ailleurs, en Afrique du Sud, et même en Zambie, ici, en Tanzanie, vous sentez cette notion du patriotisme. Il y a un leadership efficace. Mais ici, chez nous, nous minimisons un peu cet aspect des choses. Moi, un jour, je m'étais dit, s'il m'arrivait de devenir ministre de l'enseignement secondaire et primaire, je mettrai une réforme rapidement pour que les cours de civisme aient une grande pondération et qu'une fois échoué à ces cours, vous reprenez l'année. Parce que ces cours-là, ce qui se passe dans notre pays, c'est l'incivisme, manque de patriotisme. On n'en a pas. On n'en a pas. C'est vrai, on est Congolais par naturalisation, on est Congolais par adoption, on est Congolais tel que décrit par la loi. Mais cette notion-là que nous devons inoculer dans le chef des Congolais pour que nous ayons cette notion, la patrie ou la mort. Et même ceux qui nous dirigent aujourd'hui, on ne sent pas cette notion-là. Nous avons vu ici, il n'y a pas longtemps, on a mis de côté la notion de l'élément sécuritaire de ce qui se passe à l'Est. Tout de suite, on bascule, nous voulons changer la Constitution. Et même ceux qui sont là-bas au Parlement, on ne sent pas cette passion-là. Cet engagement pour les intérêts de la population. Les intérêts de la population, pour ce qui se passe à l'Est. Non, tout de suite, ces députés qui sont là-bas, tous focalisés pour qu'on leur donne des jeeps pour passer des motions, des lois, pour changer, ou bien voter le référendum. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui, la question vraiment de l'Est des pays nous préoccupe? Même certains, ceux qui nous dirigent, n'ont pas cette notion du patriotisme. Et c'est ça le problème. Moi, je pense que nous devons vraiment amuser avec cette notion-là en renforçant notre système éducatif pour que nos enfants de l'école maternelle, pas avec cette génération ici qui est déjà une génération détruite par les caciques qui ont le sang moboutisme et qui ont répandu ça dans cette génération perdue. Nous pouvons compter maintenant sur une nouvelle génération, pas la nôtre ici, parce que nous sommes déjà perdus avec les vieux là qui ont déjà pris en otage les pays.
Alors, il faut inoculer déjà ces enseignements plus tard pour que la RDC régénère des véritables patriotes. Vous ne croyez pas au changement de mentalité parce que ça fait partie. Aujourd'hui, quand même, il y a, c'est vrai, la RDC, presque 60%. Ou 70%, ce sont des jeunes. Il faut quand même faire confiance à cette jeunesse. Nous pouvons féliciter dans un état de sentiment, ce régime de président Félix qui dénonce au moins les gens qui détournent, comparativement au régime passé où il y avait des détournements, il n'y avait pas de dénonciation. Mais aujourd'hui, on dénonce pour ne rien faire. D'ailleurs, une fois allé en prison, vous y sortez directement avec un grand poste. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont déclaré à ciel ouvert, dit ici, les principes, c'est de partager d'abord l'argent, on doit réfléchir après. Regardez de telles déclarations, dès qu'on te nomme quelque part, la première des choses, c'est de voler. Et c'est là que je me dis, est-ce que l'enseignement a perdu sa valeur aujourd'hui, parce que beaucoup qui sont là-bas sont issus des écoles catholiques. Excusez-moi de citer les écoles catholiques. Mais nous ne faisons pas également une contre-campagne. Pas une contre-campagne. Je me dis, est-ce que c'est vrai, on donne moi-même je suis issu de ces écoles-là, mais la valeur là qu'on donnait, mais quand les gens arrivent sur la gestion de la chose publique, on ne sent pas vraiment cet engagement, on ne sent pas cette idéologie. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est la malédiction? Il faut une délivrance? Je ne sais pas. Or, je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut détourner autant d'argent, mais il est à l'aise, il est content d'avoir autant de millions pour sombrer la République. Donc, vous allez comprendre que nous avons un sérieux problème pour la notion du patriotisme. Aussi, il faut souligner ici, cette corruption commence déjà aujourd'hui, à partir de l'école maternelle, primaire, secondaire. Et je vous dis, c'est une catastrophe que nous ne pouvons pas gérer 10 ans plus tard. Et donc, même si nous voulons dire que cette génération ici, elle est déjà corrompue à partir de l'école. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour... C'est toutes les générations qui sont... C'est compliqué. Si la corruption commence à partir de l'école maternelle, la faute n'est pas à ceux qui dirigent ou, entre guillemets, aux autorités, mais plutôt aux parents. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. C'est seulement des... Dans ce contexte-là, c'est les parents qui sont les premiers à les corrompre. Bon, un parent, il va proposer, il est comme un diable, il propose. Les diables rôdent autour qui cherchent qui dévorer. Mais un parent, il peut rôder avec l'argent. C'est là que nous devons être sérieux, la gouvernance. Il faut que notre pays, nous devons avoir des institutions fortes, des leaders consciencieux, des leaders capables à transformer une petite gestion dans sa portion de gestion. Voilà, on va terminer avec vous sur ce sujet, Gloire Kawaya, des sanctions qui sont venues, qui ne font que tomber, mais aucun des deux pays, je peux me permettre de le dire aujourd'hui. D'une part, l'on voit les rebelles qui poursuivent avec les offensives appuyées par l'armée rwandaise, et apparemment, du côté congolais, l'on ne respecterait pas non plus le cessez-le-feu aujourd'hui parce qu'il y a toujours des affrontements sur terrain. La situation reste volatile. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les deux parties respectent leurs engagements? Monsieur Ben, déjà, pour commencer, je pense que dans cette situation, moi je pense que c'est nous qui sommes plus perdants. Parce qu'en aucun cas, je n'ai vu le Rwanda demander la cessation des hostilités dans son territoire. Moi, je pense naturellement que c'est nous. Factuellement, c'est nous qui perdons, c'est nous qui sommes plus victimes que les autres. Et donc, je crois que ça doit nous interpeller. Mais ces messages, ou celui dont je suis en train de dire, a été déjà donné par plusieurs, par Lumumba, par le président lui-même, en place le président Félix. Je crois qu'on doit prendre les choses en main nous-mêmes. On n'a pas besoin de demander toujours l'aval des États-Unis. On n'a pas toujours besoin de demander l'aval de la SADC. On n'a pas toujours besoin de demander l'aval du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie, l'Union africaine, comme on l'a vu avec ici, on doit prendre les choses en main. Souffrez que je le dise. C'est constitutionnel. Ce sont les forces armées de la République qui doivent se battre bec et ongle pour nous donner la paix. Ça fait près de 30 ans. Il y a ceux qui sont même morts dans cette histoire, qui étaient même rebelles. J'allais dire nous avions perdu, nous n'avions pas perdu, mais nous avions vu que le camp à l'Est a perdu l'un des leurs ici, dernièrement. Vous voyez, est-ce qu'ils ont arrêté? Non, c'est un système déjà bien établi. Une succession, je ne sais pas, matriarcale qui est là, patriarcale qui est là. Et bien, quand l'autre part, c'est l'autre qui revient. Vous voyez au fond. Donc, c'est une question
d'intérêt national. C'est une question qui est sérieuse et qui doit être gérée avec des pincettes. Ça veut dire que nous devons mettre un plan plutôt stratégique pour finir, pour endiguer cette histoire-là. Vous voyez, malheureusement, lorsqu'il faudrait s'intéresser aux grandes questions, aux questions d'État, nous sommes en train de balbutier, en train de patauger sur des questions, je m'excuse du peu, mais des questions qui n'ont pas de grande importance. Vous voyez. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, on doit remettre nos forces armées sur le rail. De un. De deux, nous devons être sérieux. Sérieux, ça veut dire lorsqu'il faut sanctionner, nous devons sanctionner. Vous voyez, nous avions vu, heureusement, malheureusement ça dépend, il y a eu cette histoire, on a remis le moratoire sur la peine de mort. Excusez-moi que je rebondisse, mais c'était une question d'État. Justement, oui. Est-ce que cette question, est-ce que c'est moratoire maintenant? Est-ce que la levée, voilà, du moratoire est appliquée? Voilà. C'est aussi dissuasif. Nous devons le dire sincèrement, c'est aussi dissuasif. Est-ce que c'est appliqué? Vous voyez au fond. Et donc, si nous allons continuer à banaliser des grandes questions comme celle de la paix, nous sommes, excusez-moi du peu, nous sommes presque foutus. La République aujourd'hui, M. Willy l'a dit, nous avons une génération qui nous attend, nous avons deux frères qui nous attendent, bien que j'ai aimé la sincérité aussi de M. Willy, qui a avoué quand même que leur génération a échoué. C'est aussi logique. Bon, moi, je ne pense pas que la nôtre, voilà, moi, je pense pas que la nôtre a échoué. Non, nous sommes debout, mais nous devons être même, il y a de ces jeunes qui aimeraient bien donner leurs propositions, même auprès du président de la République. Mais vous allez y arriver là-bas comment? Les couloirs est fermé. Le couloir est fermé, voyez au fond. Je peux mettre en place un plan stratégique pour aller voir le gouverneur. Il y a des questions préétablies pour vous limiter à ne pas accéder... Je peux mettre en place un plan stratégique, voilà, de développement, un plan stratégique de défense pour notre pays, à partir de ma province, représentée ici par le gouverneur en province. Est-ce que je serai là? Est-ce que je serai accueilli? Est-ce que j'aurai cette audience? Voilà des grandes questions. Mais moi, je reste convaincu que les portes ont toujours été ouvertes, seulement que vous frappez peut-être à la mauvaise porte. Moi, je pense alors naturellement que c'est à vous alors de nous le dire ou de nous montrer les portes qui sont ouvertes. Parce que, M. Ben, je le rappelle ici, ça fait près de 30 ans, je vois le rapport, on nous parle de 20 millions de morts. C'est comme une blague. Mais c'est grave, hein, c'est grave. Parce que moi, je ne crois pas que les États-Unis, aujourd'hui, n'importe quel pays s'amuserait, vous voyez au fond, s'amuserait à attaquer comme bon les semble. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous estimons minutieusement que les États-Unis disposeraient d'une armée puissante. Vous voyez au fond. Et donc, ce serait le même cas ici. D'ailleurs, l'histoire nous rappelle que l'Afrique est une arme dont la gâchette se trouve au Congo. Vous voyez au fond. Et maintenant, si cette gâchette est foutue, pensez-vous que vous avez cette arme-là? Donc, c'est une question à discuter. Voilà, par là s'achève ce premier sujet, mais nous allons prendre sans transition bien sûr, le deuxième carton ou la deuxième partie de cette émission pour parler de la province du Haut-Katanga. Monsieur Willy Makeni, une année déjà, je commence par là, ça fait une année que nous avons le gouverneur intérimaire, Martin Kazembe Choula. Quelle évaluation faites-vous de l'an 1? Bon, ça fait un an maintenant. La question est de savoir, est-ce qu'un intérimaire a une évaluation à présenter? Ça, c'est la question, parce que jusque-là, on n'a pas vu la remise et reprise avec son prédécesseur qui a démissionné. Aujourd'hui, bon, on sent quand même que le gouverneur intérimaire est en train de se battre ci et là. Il a circulé les 6 territoires du Haut-Katanga. On le voit quand même en action. Aussi, certaines routes en train d'être réhabilitées. Et à ce point-là, on peut féliciter le gouvernement de Martin Kazembe avec son ministre de l'Infrastructure, monsieur Senga, qui est vraiment sur le terrain. On sent vraiment qu'il y a des actions. Ils ont commencé ci et là de chantiers. Je prends de mon côté là-bas, il y avait la route de la faculté psychologique qui était délabrée. C'était vraiment impraticable. Je vois, en tout cas, il y a beaucoup de routes que le gouverneur intérimaire a lancées. Et avec son ministre qui laisse vraiment les bureaux, c'est un monsieur très appréciable. Je me dis, même s'il y a remaniement, celui-là mérite d'être reconduit. Le ministre des Infrastructures actuel, monsieur Senga, qui est toujours sur action, qui est toujours sur terrain. Et je l'ai vu à Mitouaba, je l'ai vu toujours sur terrain, à Twendele, là-bas, en train de relancer les activités. Vraiment, les bilans
de Kazembe, mais malheureusement, il faut le dire, par ce micro ici, on sent qu'il y a des couacs maintenant parce que la gestion de l'UDPS pose un peu problème. Il y a du populisme. Tout de suite, là, on commence à l'insulter, on l'appelle à temps et à contre-temps à Kinshasa. Je me dis, mais est-ce que ces gens-là n'ont pas affaire à Kinshasa? Tout simplement, c'est vouloir arrêter ce qu'il a déjà commencé ici. Bon, je souligne que je ne suis pas de son parti politique, je ne suis même pas de sa fondation. Je parle ici dans ma liberté d'esprit, que non, ouais. En tout cas, Kazembe, jusqu'ici, dans sa gestion en tant qu'intérimaire, on le voit vraiment sur le terrain avec son ministre des Infrastructures. À ce point-là, nous pouvons vraiment l'acclamer et aussi demander de faire ce que la Constitution demande de faire. Est-ce que la Constitution demande qu'un intérimaire fasse autant d'années que jamais? Il faut respecter la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution prévoit? Est-ce que, si la Constitution dit il faut laisser l'intérimaire jusqu'à X parce que nous avons vu des sorties médiatiques ici, nous laissons puis ainsi de suite. Non, mais tout ça, il y a un vide juridique qui s'installe. Il faut appliquer ce que la Constitution nous demande de faire. Si Kazembe mérite d'être reconduit ou il va postuler comme gouverneur, qu'on organise les élections pour que la Constitution soit respectée. L'IDPS, à un certain moment, pêche un peu. Et de soi, la population avait beaucoup d'espoir dans l'UDPS, mais il y a des violations sur violations de textes. Il y a la déstabilisation des gouverneurs. À Chopo, c'était la même chose. Même ici, on apprendra que même à Lualaba aussi, on commence à secouer. Mais nous voudrions qu'on laisse Kazembe travailler jusqu'à ce qu'on va passer par les élections du nouveau gouverneur. Mais sinon, son bilan, jusqu'ici, est un peu appréciable. Gloire Kawaya, quel est votre point de vue? Merci. D'ailleurs, M. Lee l'a dit, au niveau du vide juridique, moi je pense ici que la situation qui était, parce que je crois que là, elle est en train d'être solutionnée petit à petit, la situation du vice-gouverneur, du gouverneur AI et tout ça a plongé beaucoup de personnes dans un débat scientifique. Malheureusement, c'était aussi teinté de beaucoup de partialité, de partis politiques, beaucoup de politique et tout ça. Malheureusement, on a fait recours à la science, on a fait recours au droit administratif. Malheureusement, la politique a toujours primé. Malheureusement, ça dépend également encore du camp politique. Ici au Congo, bien sûr. Eh bien, mais voilà, nous sommes au Congo. Donc, voilà. Donc je pense ici que les actions sont posées parce qu'il y a des principes qui nous disent la continuité de l'État. Voyez, au fond, ça veut dire au fond que le gouverneur a continué justement la vision qui a été donnée. Parce que, je rappelle ici, ils étaient intimement liés avec le gouverneur titulaire qui était le président, et plutôt le gouverneur Jacques Yaboula. Vous voyez, il a démissionné, c'est le vice-gouverneur qui gère les affaires courantes. Gouverneur intérimaire, et donc voilà. On ne fait plus les débats parce qu'on sous-entend qu'il a été investi comme gouverneur intérimaire. Ça fait près d'une année qu'il est là. Mais la bonne gouvernance reconnaît que la comptabilité d'un gestionnaire à la tête d'une entité, c'est après 100 jours, donc 3 mois. Je crois, j'ai eu l'occasion de participer ici pour évaluer les 100 jours du gouverneur intérimaire. Vous voyez. Donc les actions sont posées. Vous voyez, les fondations sont là. Je dois le dire sincèrement. Comme l'a dit M. Willy, la route de la psychologie et tout ça a été quand même, ou jusque-là est en train d'être réhabilitée par des truchements du ministre des Infra. Mais la grande question, la grande inquiétude que j'ai au fond de moi, c'est qu'il n'y a pas une vulgarisation des actions qui sont posées. C'est comme ça que vous sentirez que certains ne connaissent pas qu'au niveau de la province, il y a maintenant, permettez, il y a un autre gouverneur qui est là. On pense qu'il y a vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais je vous le dis sincèrement. Parce que, non, monsieur Ben, il faudrait que nous fassions une différence. Ici, nous sommes en train de parler de la République. Nous sommes, comme l'a dit également monsieur Willy, il n'y a pas de parti politique ici. Vous voyez? Parce que la question dont vous m'avez posée, c'est une question qui est intimement liée à ceux des partis politiques, qui connaissent que le gouverneur est là. Il y a certains qui sont à la Ouachi, là, qui ne connaissent même pas qu'il y a eu changement à la tête de la province.
Pourquoi? Parce que certaines actions du gouverneur, de notre gouverneur, ne sont pas vulgarisées. Mais nous disposons, ou encore le gouverneur dispose des communicateurs, dans des partis politiques disposent, je crois, des communicateurs. Donc je crois que c'est aussi leur rôle. Nous devons comprendre et connaître justement les actions qui sont posées par le gouverneur Kazembe. L'excellence, voilà. Et donc, ça c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que s'il doit y avoir élection, c'est la loi qui le dit. Le gouverneur, sachant qu'il est compétent, il n'a rien à se reprocher. Vous voyez au fond. Et donc moi je pense ici c'est une question de lucidité. Lucidité parce que moi personnellement je vois que les actions sont posées. Vous voyez, il y a juste un problème de vulgariser ces actions-là. Peut-être c'est vulgarisé, mais à combien de pourcentage, c'est une autre question. Donc nous sommes en train de voir où est-ce que cela va nous amener. Et on va terminer avec le dernier sujet. Ça, c'était juste une parenthèse. Le dernier sujet, nous allons parler de la fiscalité dans le Haut-Katanga, avec le recouvrement forcé lancé par la Direction générale des recettes et tout ça. L'on voit comment la population est en train de souffrir à Lubumbashi particulièrement. Gloire Kawaya, pourquoi attendre les derniers moments pour s'acquitter de ses devoirs civiques? Excusez-moi, nous n'avons pas la culture fiscale. C'est plutôt excusez-moi, je ne prends pas la généralité, je donne le fait. L'incivisme fiscal ou même le patriotisme, vous voyez, pose un problème. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous aimez votre pays, quand vous voulez que votre pays avance, vous devez justement lui donner le moyen. Cependant, je rappelle, c'est très important ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait aussi le pays. Quand je parle du pays, c'est représenté ici par le gouvernant. C'est représenté ici par les autorités. Il faudrait que ces autorités nous montrent quoi ils font justement avec cet argent. C'est ce qu'on appelle la redevabilité, on appelle ça la traçabilité, et même la transparence. Ça fait partie des éléments clés de la bonne gouvernance. Vous voyez, c'est que un citoyen se dit, ben, je vais payer mon impôt, je vais donner ma taxe et tout. Mais lorsqu'il réalise que ce qu'il donne là, ça ne lui permet pas de bien travailler. Vous voyez, il y a certaines routes qui ne sont pas asphaltées, vous voyez, parce que ça sert aussi à ça. Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que je dois continuer toujours à donner? Cela ne veut pas justifier l'incivisme, je rappelle ici. C'est que nous devons payer. Pourquoi attendre toujours la fin? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une bonne politique qui est organisée pour vulgariser ça? Vous voyez, pourquoi je le dis? C'est que la DRH4 et tous ces services qui sont commis à la poursuite, à la chasse excusez-moi, des gens qui ne payent pas, mais il doit y avoir justement une vulgarisation, une sensibilisation, je voulais dire. Ça veut dire nous sensibilisons avant même avant la fin, je crois que ça a toujours été fait. Il y a des messages qui passent comme ça. D'ailleurs, je dois le dire. Bon, je ne vais pas entrer dans le fond, mais la lutte aussi, on doit aussi lutter contre la corruption. Je n'ai cité personne. Vous savez, naturellement, c'est que certaines personnes estiment que quand il y a contrôle, certains corrompent. Vous voyez, au fond. Ils préfèrent débourser l'argent pour donner quelque chose plutôt pour avoir ces documents. Voyez, au fond, plutôt qu'avoir des documents. Il y a certains qui se sont déjà même habitués à ces mouvements-là, à cette tracasserie-là. Vous voyez. Certains aussi fustigent la lenteur administrative. Ça veut dire qu'il y a des lignes, des files indiennes que vous devez prendre 2 ou 3 heures pendant qu'ils doivent chercher cet argent pendant ce timing-là. Vous voyez. Donc moi je pense que, je reviens encore toujours au gouverneur. Je pense que le gouverneur étant les représentants du président, étant les chefs de l'exécutif, moi je pense que c'est lui justement qui doit revoir comment est-ce qu'on doit sensibiliser cette population, nous sensibiliser nous tous et que nous puissions aussi aider sa politique à bien être matérialisée. Monsieur Willy Makeni, on va terminer avec vous des Congolais. Je parle ici bien sûr des Congolais qui payent des voitures qui coûtent énormément cher, mais qui sont incapables de se payer les documents de bord, curieusement ou malheureusement. C'est une question importante, comme Kawaya venait de le soulever ici. Vous savez, l'onction commence par la tête. Et la prédication de l'apôtre Paul avait de l'impact parce qu'il devait dire « Soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ ». Si vous prenez les véhicules des responsables, de certains responsables, je pense que certains véhicules n'ont pas de documents. N'ont pas de documents parce qu'il y a des fagnons, des STA. Alors comment voudrez-vous que vous n'êtes pas des modèles et vous imposez au bas peuple d'acheter? Pourtant, et même quand il faudra, quand elle a souligné la redevabilité, ils ne rendent pas compte. Il y a certains qui payent, mais
il n'y a pas, les résultats palpables. Je prends l'exemple, et c'est là que je disais, l'onction commence par la tête. Vous savez que je félicite ici en passant le ministre des Infra. Vous savez que chez lui, sur son avenue, il n'y a pas, la route elle est impraticable. Je vois les ministres sur terrain en train d'arranger les routes des autres ou les avenues des autres. Sur sa propre route, je vous dis, sa route, elle est impraticable. C'est un bel exemple pour dire qu'il commence d'abord. Quand on est nommé, c'est pour servir. Vous devez montrer des exemples. D'abord, vous devez servir d'abord avant de se servir. Beaucoup de véhicules, nous voyons là-bas, pourquoi ils mettent des fagnons? Pourquoi ils mettent des laissez-passer? Parce qu'ils ne sont pas en règle avec le document. Avec les documents. Deuxième des choses, moi, si j'étais conseiller auprès du vice-gouverneur, gouverneur à l'intérim, je lui dirais, monsieur, les gouverneurs, ça ne sert à rien de mettre dans un pays comme le nôtre ici, un document qui coûterait $150. Non, pourquoi faire? Si vous prenez, par exemple, ici la ville de Lubumbashi, avec autant de véhicules, vous dites, monsieur, ici, les contrôles techniques, c'est $30. Et d'ailleurs, les contrôles techniques en question, mais si je paie les contrôles techniques, il faut ramener les véhicules pour les contrôler véritablement. Est-ce que ça ne va pas polluer l'environnement? Maintenant, on se contente de payer, mais le véhicule n'a pas été checké. Les plaques, pourquoi dans un pays comme le nôtre ici, les plaques coûteraient $250? Pourquoi dans un pays comme le nôtre ici, l'assurance coûterait, si c'est 130 quelques dollars pour la voiture et 200 quelque chose? Mais non, c'est exorbitant. Rabaisser les prix pour adapter à la réalité de la population. Oui, vous ne savez pas par quel moyen tel a acheté son véhicule, mais cela ne vous demande pas de mettre des prix exorbitants. Et aussi, ce que je demande, ceux qui sont à la base de ne pas payer les documents, ce sont les responsables qui nous dirigent. Et doivent être des exemples. Nous devons le voir à la télévision, payer les documents d'abord afin d'affecter la population. Dès lors qu'eux-mêmes n'ont pas des documents, ça affecterait, parce que l'onction commence par la tête. Ils doivent commencer, tous les ministres provinciaux, tous les députés provinciaux, et les gouverneurs lui-même, ils doivent aller payer officiellement pour donner cette culture. Et une autre proposition, ce n'est pas avec un arbre déjà courbé qu'on peut inoculer les dos de l'enseignement. Non, ça doit commencer dans le système éducatif. Pourquoi payer les impôts? Les taxes. Pourquoi payer les taxes? Et tout ça, ça doit être une culture qu'on doit vraiment démontrer à nos enfants, dès le bas âge, que les enfants grandissent avec ça. Pas moi sur mon avenir. Il n'y a pas de route. La route, elle est impraticable. Vous me voyez, moi, acheter les documents. Pourtant, les gouverneurs ne connaissent même pas ma route. Et chaque jour, j'ai déjà nettoyé mon véhicule. Je sors comme ça. Les amortisseurs, 3 mois, il faut les remplacer. Je préfère, ici, je n'intoxique pas. Donc, les gens préfèrent garder cet argent pour arranger les amortisseurs que d'aller payer les documents. Et si nous payons les documents, ici, nous demandons qu'il y ait cette redevabilité. Et ça va nous encourager à payer les documents. Voilà un peu ce que je pourrais dire. C'est donc par là qu'on va mettre un terme à cette émission d'analyse et débat InfoScanner. Merci, M. Willy, pour la disponibilité. Ben. Merci, Gloire Kawaya. Merci, M. Ben. Je m'excuse, mais quand même, je voulais juste dire quelque chose que M. Willy a dit. Moi, j'ai vu quand même les gouverneurs donner l'exemple. De la même façon, vous avez dit, l'onction commence par la tête. J'ai vu cette onction auprès du gouverneur. Félicitations pour lui, s'il a fait et son gouvernement, je dois le dire sincèrement. Et merci, M. Ben, de l'occasion. Pour les véhicules de service, leur propre véhicule. Non, mais moi, j'ai dit... Regardez les véhicules de leurs épouses. Félicitations à notre gouverneur pour cet acte. Voilà, c'est donc par là que va s'achever cette émission d'analyse et débat. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets, toujours dans le cadre de la sensibilisation. On insiste ici, comme M. Willy l'a dit, il faut plus payer les taxes pour espérer que le pays se développe davantage. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM.